Bonjour, donc ici on poursuit sur les équations de Bellman. Plus spécifiquement, ici, je vais juste vous montrer diverses variantes des équations de Bellman. Entre autres, premièrement, on va regarder que l'équation de Bellman, on peut l'écrire en fonction d'une fonction valeur qui dépend juste de l'état, mais on aussi peut l'écrire en fonction d'une fonction qu'on va appeler un facteur Q qui dépend pas juste de l'état X, mais aussi de l'action qu'on prend à un état donné. Et je vais aussi vous montrer une version quand on est spécifiquement, on travaille avec des chaînes de Markov, on définit notre évolution plutôt que des probabilités. On peut écrire notre équation spécifiquement à ce contexte-là avec des probabilités. Deuxième grosse catégorie qui se répète ici, c'est qu'on peut aussi écrire nos lois pour trouver notre loi de commande optimale, qui est souvent ce qu'on cherche, mais on va voir que souvent c'est utile de juste calculer la notion de coût à venir pour une loi de commande spécifique. Donc, on va voir aussi les versions de l'équation de Bellman spécifiquement pour calculer la fonction coût à venir, mais spécifiquement pour une loi de commande définie. Donc, celle qu'on a déjà vue dans les autres capsules, c'est la fonction en fonction de juste un état, le coût à venir optimal. Donc, on calcule pour la loi de commande optimale. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans la dernière capsule? C'est que ça, c'était le minimum par rapport à plusieurs actions possibles de l'espérance d'une fonction coût instantané plus, il y avait un facteur escompte, le coût à venir de le prochain état qui est défini par une dynamique x de k plus 1 c'est égal à f de x de k u de k. Ça, c'est notre formulation la plus générique. Donc ici, à l'intérieur, on a f de xu qui représente dans le fond ici x de k plus 1. Donc ça, c'est l'équation, le format pas mal le plus générique, je dirais. Donc le coût instantané, on a le coût à venir qui est des deux côtés de l'équation. Donc dans ce cas-ci, c'est le coût à venir optimal. Donc on note ici avec le petit astérix. On prend l'espérance si c'est un problème stochastique. Donc, si c'est un problème déterministe, on peut enlever l'espérance ici. On a une version de l'équation déterministe. Si c'est stochastique, puis j'ai x de k plus 1. Si mon problème est stochastique, je vais me retrouver avec une probabilité densité de probabilité de ma valeur x de k plus 1 ici. Donc, ça, je vais prendre l'espérance de ce coût, de cette quantité-là ici, qui est stochastique dans un contexte où j'ai peut-être, je ne le note pas ici explicitement partout, là, mais des fois on note avec une perturbation qui peut être aléatoire, qui influence notre dynamique. Ensuite, on va voir que pour les algorithmes d'apprentissage par renforcement, ça va être plus utile de travailler avec des facteurs Q. On va voir ça plus tard. Mais juste pour le moment, définissons que cette quantité-là ici, juste avant de minimiser en fonction des actions, supposons que notre espérance du coût de prendre une action à un état donné, on appelle ça le facteur Q de cet état-là et cette action-là. Donc ça, ce que ça représente, c'est le coût à venir de je suis à cet état-là, mais je ne prends pas nécessairement l'action optimale ici. Je calcule le coût à venir d'avoir déjà pris l'action U et de juste pouvoir faire la meilleure chose pour les prochaines étapes. Donc, si je fais juste réécrire mon équation ici, je pourrais juste écrire, ça c'est l'espérance de xu plus alpha. Là ici, je pourrais écrire j étoile de x de k plus 1. Et ça serait exact. Si je connais le coût à venir, je peux calculer mon facteur Q comme ça. Mais ici, on veut écrire l'équation juste en fonction des Q. Fait qu'ici, on va substituer ça par mon équation en haut. Fait qu'ici, je remplace ça ici. Et je réécris à partir d'ici le J optimal d'un X qui va être K plus 1 dans ce cas-ci, ça va être le minimum de tout ça
que j'ai appelé le facteur Q. Donc ça va être le minimum de Q de x de k plus 1 avec u de k plus 1. Comme ça. Donc, on va minimiser ici en fonction de la meilleure action, mais juste à partir de la prochaine étape sur laquelle je vais me trouver. Et ici, on peut substituer, si on connaît notre dynamique, je peux l'écrire en fonction de x et de u ici. On va voir que, en fait, pourquoi c'est utile de réécrire la même équation de Bellman. Ces deux équations-là, c'est équivalent. À part que ici, en fonction des Q, j'ai plus d'équations parce que j'en ai une pour chaque paire d'états et d'actions. On va voir que ça peut être utile dans le contexte où je ne connais pas la dynamique. On va pouvoir utiliser des données expérimentales pour les mettre dans cette équation-là. C'est ça qu'on appelle en anglais le Q-learning. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Pour le moment, voyons juste ça comme une façon alternative d'écrire l'équation de Bellman. Et maintenant, l'autre version que je voulais vous parler, c'est que souvent, dans le contexte d'un processus de décision de Markov, nos états sont discrets. Donc, j'ai des états finis sur lesquels je peux me trouver. Fait qu'on n'a pas vraiment besoin de travailler avec la notion de densité de probabilité. On peut travailler directement avec des probabilités de transiter de, mettons, de 2 vers 1, probabilité de transiter de l'état 2 vers 2. Donc, on va remplacer notre équation de la dynamique par, on va définir des probabilités de transition IJ qui vont dépendre en fait de nos actions, U, comme c'est la probabilité que mon prochain état c'est égal à J, sachant que mon état actuel c'est I, puis que j'ai pris l'action U. Donc, alternativement à avoir une équation de la dynamique comme ça, je peux avoir des probabilités de transition si j'ai un état et si j'ai des états et des actions finies. Et dans ce contexte-là, souvent, on va aussi remplacer notre fonction générique G par, on va noter des coûts associés à chaque transition possible IJ, qui peut dépendre aussi des actions U. Fait que dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut remplacer, on va encore minimiser en fonction de U ici, mais on peut remplacer l'espérance par une sommation en fonction de tous les états futurs possibles, pondérée par la probabilité de transiter vers cet état-là. Et en parenthèse, on a la même chose ici, mais que je vais écrire ici avec notre nouvelle définition. On aurait AIJ de U plus alpha J étoile, ici j'avais oublié de mettre petite étoile, de J. Fait que ça, c'est la version qui est équivalente à ça. C'est juste que je l'ai écrit en fonction, j'ai remplacé ma variable x par un index i, juste pour emphaser que je peux numéroter mes états, j'ai un nombre fini d'états possibles. Et j'ai ici des probabilités finies de transition entre mes différents états discrets possibles. Mais sinon, c'est la même équation ici. Finalement, dernière chose, c'est que ça, c'est toutes des équations que si je trouve la solution, soit le Q, soit le J optimal, si j'ai une fonction que je mets dans mon équation puis que j'ai une égalité, vous pouvez dire Hurrah, vous avez la solution optimale et c'est facile de retrouver le contrôleur optimal parce que vous avez juste besoin de recalculer c'est quoi l'argument U qui minimise ce côté-là et vous avez la loi de commande optimale. On va voir que dans certains algorithmes, ça va être intéressant de calculer le coût à venir, pas l'optimal, parce que ça va être en fait impossible de résoudre ça directement, mais le coût à venir spécifique pour une loi de commande. Donc, rappelons-nous, c'est quoi notre coût à venir? Notre coût à venir, c'est la sommation de tous mes coûts instantanés, pondéré possiblement avec un facteur d'escompte. Je prends l'espérance de ça vu que c'est stochastique. Et
Dans le cas des équations de Bellin, on travaille avec un horizon de temps infini. Donc, je prends la limite de quand mes étapes tendent vers l'infini de tout ça. Fait que ça me donne, si j'ai une trajectoire que je pars avec un x donné, voici, c'est ça mon coût à venir. C'est ça la notion de coût à venir. Je commence sur un x, et là, je fais une certaine trajectoire avec des coûts qui s'accumulent, et voici qu'est-ce que ma trajectoire au total a me coûté. Donc ça va dépendre de la dynamique, mais notre loi de commande aussi. Donc supposons que j'ai une loi de commande spécifique U égale C de X, bien, je peux calculer c'est quoi mon coût à venir spécifiquement pour une loi de commande. Donc supposons que j'ai un robot, j'ai implémenté un contrôleur PID sur mon robot, bien, je pourrais calculer c'est quoi le coût à venir d'être à cet état-là, puis d'utiliser mon PID pour la trajectoire. Donc, en fait, on peut trouver la réponse à ça avec une version de l'équation de Bellman où on fait juste enlever la minimisation. Donc, pour une loi de commande spécifique, notre équation elle se résume à je calcule l'espérance de G de XU plus alpha de J de C F de XU. Comme ça. Donc, maintenant, je ne minimise plus en fonction des U, et je vais prendre le U qui est spécifique à ma loi de commande ici. Donc, ici, je pourrais substituer dans mon équation, je vais remplacer U par c'est ma boucle fermée qui détermine c'est quoi mon action U en fonction de l'état X que je peux remplacer ici. Donc, pour une loi de commande spécifique, c'est cette équation-là qu'on peut utiliser pour retrouver notre coût à venir spécifiquement de cette loi de commande-là. On peut réécrire ça en fonction aussi des facteurs Q et des probabilités. Donc, si je le fais ici pour les facteurs Q, spécifiquement pour une loi de commande, on a G de X, genre C, non, ici. Ici, c'est un peu spécial pour le facteur Q. L'argument du facteur Q, c'est l'état, mais une action donnée. Donc ça, c'est l'action que je mets dans l'argument ici. Plus alpha fois le facteur Q de x de k plus 1 et le u de k plus 1 ici. Que je peux substituer x de k plus 1 par f de xu pour un x puis un u donné, mon état futur x de k plus 1 y est déterminé. Et c'est le terme ici en fait, qui dépend de ma loi de commande. Donc ici, je vais prendre ma loi de commande en fonction de x de k plus 1 qui est f de xu. Fait que ça, à l'intérieur, c'est comme ça, c'est x de k plus 1. Puis ça, c'est u de k plus 1 ici. Fait que ce qui est spécial avec les facteurs Q, c'est que ici, je regarde le coût à venir si j'ai déjà choisi une action U qui n'est peut-être pas très intelligente à un moment donné, mais que c'est juste à partir de la prochaine étape que j'applique ma loi spécifique, ma loi de commande U égale C de X. Dernière version en fonction des probabilités de transition pour une loi de commande spécifique. Donc, si j'ai une loi de commande spécifique, je vais avoir une probabilité de transition qui est spécifique à ma loi de commande. Donc, on va noter ça, un P de IJ de C qui est spécifique à une loi de commande. Donc, ici, je peux ramener ça à... Supposons que, juste pour simplifier la notation, typiquement, le coût ici pourrait juste dépendre de l'état sur lequel je suis et de l'action que je prends. Donc si j'ai AI de C, plus, ici je vais avoir la sommation en fonction des J de PI
J de C. Ici, un facteur alpha. Ouais. Fois mon J ici de C. Donc ici, j'ai juste fait un cas particulier, la petite note là, que j'assume que le coût ne dépend pas du J, donc je peux le sortir de l'espérance, ce qui est souvent le cas en fait. Pourquoi? Parce que je veux, ici on pourrait écrire le cas le plus générique, mais ce cas-là est intéressant parce qu'en fait, on se retrouve ici avec un système d'équations linéaires qu'on peut écrire sous la forme comme ça. Ici, je peux avoir un vecteur qui me donne le coût à venir en fonction de tous les états. Donc, j'aurai un élément J dans mon vecteur pour chaque état I. Ici, j'aurai un vecteur qui me donne le coût instantané d'être pour chacun des états sur lesquels je me trouve actuellement. Plus alpha. Et ici, j'aurai une multiplication d'une matrice de probabilité de transition. Donc, ici, je disais, j'ai une matrice P qui représenterait, à chaque élément de la matrice, ce serait la probabilité de transiter de I vers J. Fois, ici, j'avais le même vecteur que j'ai de l'autre côté. Donc ici, ça me fait un système d'équations linéaires qu'on pourrait résoudre en isolant JC et en inversant cette matrice-là. Donc pour un système, une chaîne de Markov, pour évaluer le coût à venir spécifique à une loi de Courant, on peut résoudre un système d'équations linéaires. Donc typiquement, ici j'ai pas rien noté ici, mais ça c'est le coût à venir d'une loi de commande en particulier. Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire de façon générale? C'est on va chercher spécifiquement le coût à venir de la loi de commande optimale, qu'on note souvent juste J étoile, qui représente, c'est le minimum que ça, en fonction des différentes lois de commande que je peux choisir, c'est celle qui va minimiser ce coût à venir-là ici. Donc, en fonction des différentes options de loi de commande, la meilleure loi de commande en termes de minimiser ce coût-là, c'est celle qu'on va noter C étoile, celle qui minimise ça. Et son coût à venir spécifique à elle, c'est ceux-là qu'on note avec l'étoile comme ça. On peut les calculer en trouvant la solution de ces équations-là ici. Typiquement, on va voir que ça, c'est un système d'équations non linéaires. C'est rare qu'on peut trouver la solution directement à ces équations-là. Si on pourrait essayer de prendre une chance de mettre une fonction dans ces équations-là, mais si vous trouvez que les deux côtés sont égaux, vous avez la solution. Typiquement, comment on va le faire de façon numérique? Si on va avoir des algorithmes qui vont itérer pour se rapprocher le plus proche possible de la solution. Donc, on va voir, entre autres, dans la prochaine capsule, des algorithmes d'itération de valeur, itération de loi de commande, qui convergent vers ce coût à venir-là optimal aussi. Et on va aussi voir comment ensuite faire si on n'a pas la dynamique. Supposons qu'on n'a aucune idée c'est quoi nos probabilités de transition ou bien nos équations qui nous donnent le x de k plus 1. On va voir qu'on peut utiliser la notion de facteur Q pour... ça va nous permettre d'utiliser des données expérimentales pour substituer ici plutôt que nos équations et on va pouvoir faire de l'apprentissage tendre vers notre loi de commande optimale même si on n'a pas nos équations. Donc le principe de base de l'apprentissage par renforcement. Dernier détail, là je vais parler des différentes variantes, mais un autre aspect qui change souvent, c'est en apprentissage par renforcement, typiquement, on ne minimise pas un coût, on maximise une récompense. Donc, si on dit qu'on a une récompense
R de XU, puis avec une récompense R IJ, ben, on pourrait remplacer toutes mes G par des R, puis toutes mes min par des max. Puis tout le reste, ce serait équivalent. Ça serait R max. Ici, on remplacerait par une récompense. Ici, on maximiserait. Donc, ici, j'aurais la version pour maximiser une récompense où ma récompense, ce serait où je veux maximiser la récompense sur toute ma trajectoire. Et les deux, c'est équivalent, dans le fond. C'est juste que dans certains domaines, c'est typique de minimiser un coût versus d'autres, ils formulent leur problème comme maximiser une récompense. Voilà.